posséder les droits d'auteur et garder tout l'argent généré par la musique révolutionnaire. Beaucoup considèrent Bob Dylan comme le meilleur auteur-compositeur du 20e siècle. Depuis plus de 60 ans, il est une source de joie et d'inspiration dans le monde de la musique. Il a la réputation d'avoir des capacités d'écriture uniques. Des sujets tels que la politique, les vices de la société et la poésie ont dominé les paroles de ses chansons. Sa vie a fait l'objet de nombreux récits et hypothèses, auxquels s'ajoutent la puissance et l'héritage de sa musique. De ses opinions religieuses changeantes à ses nombreuses relations ratées, en passant par les critiques qu'il a reçues et, enfin, par un incident qui a changé sa vie et l'a poussé à l'introspection. La vie de Bob a été un tourbillon de contradictions. Même si tout le monde craignait qu'il ne le nie, Bob Dylan a fini par se confesser à l'âge de 83 ans. Nous reviendrons aujourd'hui sur les détails de cette étonnante découverte. Mais revenons d'abord sur ses débuts et son œuvre. Début de la vie et de la carrière. À l'origine, les parents de Bob Dylan lui ont donné le nom de Robert Allen Zimmerman. Il est né le 24 mai 1941 à Duluth, dans le Minnesota, à l'hôpital Saint. Son enfance est marquée par la simplicité et la modestie, car il est élevé dans un milieu modeste. Abram Zimmerman et Beatrice Stone sont ses parents biologiques. Beatty était le nom commun de sa mère, Beatrice, et ils appartenaient à un petit groupe juif. De nombreuses personnes font remonter l'arbre généalogique de Dylan à Odessa, en Ukraine, de ses grands-parents Zygmunt et Anna Kirgitz, qui ont fui les pogroms meurtriers de 1905 pour échapper à la population juive de la ville. Florence et Ben Stone font partie des ancêtres maternels de Dylan. Ce sont des Juifs de Lituanie qui sont également arrivés en Amérique en 1902. Dylan a passé toute son enfance à Duluth avec ses parents. Atteint de poliomyélite à l'âge de 6 ans, son père Alan est hospitalisé. Pour cette raison, sa famille a été contrainte de déménager à Hibbing, Minnesota, la patrie de sa mère, une toute petite ville. Comme la famille de Dylan est restée à Hibbing pendant un certain temps, il y a passé la plupart de ses années de formation et de son adolescence. Alan était le fils d'un propriétaire d'une entreprise de meubles et d'électronique et le frère de son père. Pendant cette période, Dylan a été initié à quelques gadgets par l'intermédiaire de cette entreprise. Grandir dans un environnement où son père et son oncle tenaient un magasin d'électronique a eu un impact profondément bénéfique sur Dylan, qui a développé une profonde appréciation de la musique grâce à l'équipement radio qu'il utilisait. En grandissant, sa dévotion pour la musique s'est intensifiée. On le voit souvent écouter du blues et de la musique country pendant des heures. Il éprouve une profonde affection pour Elvis Presley et Little Richard. Dylan finit par monter son groupe alors qu'il est encore étudiant à la Hibbing High School. À l'époque, il est membre de plusieurs groupes, dont The Golden Chords. L'une des caractéristiques du groupe était de reprendre les chansons de rock and roll d'autres artistes, en particulier celles que Dylan aimait. Une fois, ils ont joué la chanson Rock and Roll is Here to Stay de Danny and the Juniors. Cette performance a eu lieu dans le cadre d'un concours de talent de l'école. Un incident qui s'est produit lors de ce concours a longtemps été utilisé comme chute dans les discussions sur les débuts de la vie de Dylan. Ce jour-là, le directeur de l'école est entré dans la salle et a débranché le microphone en raison du niveau sonore trop élevé. Beaucoup s'accordent à dire que c'était à la fois hilarant et humiliant. Mais cela n'a pas du tout dissuadé Dylan de poursuivre ses rêves. Dans l'annuaire de son lycée en 1950, tout le monde savait que Dylan suivait les traces de ses héros musicaux, Little Richard et Robert Zimmerman. Et ils se sont donc moqués de lui en l'appelant Robert Zimmerman dans l'annuaire. Avec Bobby V, il apparaît temporairement la même année sous les traits d'Elston Gunn, un personnage qui joue du piano et fait des bruits d'applaudissements. En septembre 1959, il déménage à Minneapolis après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. L'Université du Minnesota était censée être sa destination. Mais après une seule année d'études, Dylan décide de quitter l'université en mai 1960 parce que sa musique est très importante pour lui et qu'il craint de ne pas avoir assez de temps pour s'y consacrer pendant qu'il est étudiant. Il s'installe alors dans la maison de la fraternité Sigma Alpha Mu. Pendant son séjour, il devient un membre à part entière du groupe folklorique du campus et commence à jouer au 10 O'Clock Scholar, un café situé à proximité de l'université. À l'inverse,
La musique folk lui a conféré le don de la parole, lui permettant de raconter des histoires ancrées dans la réalité et de transmettre des émotions profondes, qu'elles soient déprimantes, pleines d'espoir ou tout ce qui se trouve entre les deux. Avec le recul, il est clair que ce changement de goût musical a jeté les bases du talent, du flair et de l'habileté dans l'industrie musicale. Jusqu'à ce jour, beaucoup l'appellent encore Robert Zimmerman. C'est à ce moment-là qu'il décide d'utiliser Bob Dylan comme nom de scène. L'œuvre du célèbre poète gallois Dylan Thomas lui a servi d'inspiration, et il a finalement opté pour le nom de Bob Dylan plutôt que celui de Dillian, comme il l'a révélé dans son livre. Lors d'une interview en 2004, il a exprimé sa conviction que les individus naissent parfois avec le mauvais nom. Dans ce cas, c'est à la personne concernée de décider si elle veut changer de nom ou rester la même. En 1961, Dylan déracine sa vie et s'installe dans la Grosse Pomme. Il l'a fait un an après avoir abandonné l'université, afin de se concentrer sur sa musique, de devenir peut-être célèbre et de voir Woody Guthrie, qui l'inspirait depuis longtemps. Le musicien légendaire Woody Guthrie luttait à l'époque contre une grave maladie de Huntington. Il a commencé une thérapie à l'hôpital psychiatrique de Greystone Park après son admission. Dylan a souvent parlé de l'influence de Woody sur sa carrière de musicien et de l'amour et du respect qu'il lui portait. Le fait que la musique de Guthrie incarnait toutes les facettes de l'esprit authentique de l'Amérique était l'une des raisons les plus uniques de la forte connexion de Dylan avec elle. Il poursuit en disant que sa musique pourrait aborder les problèmes rencontrés par les gens de tous les jours. Dylan a toujours insisté sur le fait qu'il était le plus grand disciple de Guthrie. Il avait vraiment une obsession malsaine pour Woody Guthrie. C'est pourquoi il lui a rendu de nombreuses visites pendant son séjour à New York. C'est ainsi qu'il a pu rencontrer Ramblin' Jack Elliott, qui avait été le protégé de Guthrie et qui est devenu son ami. Lorsque Dylan arrive à New York en février 1961, il a enfin trouvé sa voie. Dans le quartier de Greenwich Village, en particulier, il commence à se produire dans un certain nombre de boîtes de nuit. Même si la plupart des gens qu'il rencontre à l'époque sont déjà bien établis dans la musique folk, il commence également à nouer des contacts et à collaborer avec de nouveaux artistes. Il a notamment rencontré Odetta, Fred Neil, Dave Van Ronk et les Clancy Brothers. Il finit par se faire connaître pour sa technique vocale exceptionnelle et son sens de l'interprétation. En septembre de la même année, Robert Shelton, critique en New York Times, lui donne une excellente critique, ce qui marque un tournant dans sa vie. Robert décrit Dylan comme un styliste unique de la chanson folk et fait l'éloge de sa prestation au Goethe's Folk City. La critique que Robert a rédigée a eu un effet profond sur sa vie professionnelle et a permis de toucher des personnes influentes dans son domaine. Pourtant, Dylan connaît également le succès à cette époque lorsqu'il joue de l'harmonica sur le 3e album de la célèbre chanteuse folk Carolyn Hester. Le producteur John Hammond remarque son jeu d'harmonica exceptionnel. Dylan signe finalement avec Columbia Records après une longue période d'essai. Sorti en mars 1962. Bob Dylan est le premier album studio de Dylan. Le premier album est composé de blues, de gospel et de musique folk traditionnelle. Talk About New York et Song to Woody sont deux des titres originaux. Il a composé et interprété la chanson Song to Woody en l'honneur de son héros musical, Woody Guthrie. Il ne réussit à vendre que 5000 exemplaires du disque au cours de la première année, ce qui n'est pas vraiment un succès commercial, bien qu'il n'en soit qu'à ses débuts. Dylan a réussi à se faire une place sur le marché grâce à ce coup d'éclat. Il a la réputation d'être un individu cohérent et résistant. Cela a été le cas dès le début, et il a poursuivi sa carrière musicale à toute vapeur, même si ses CD ne se vendaient pas très bien. Le changement officiel de son nom en Bob Dylan et la signature d'un contrat de management avec Albert Grossman, qui restera son manager jusqu'en 1970, ont tous deux eu lieu en août 1962, dans le monde des affaires. Son manager Grossman a la réputation d'être un tyran. Les désaccords avec les maisons de disques. Les producteurs et les autres artistes sont monnaie courante tout au long de sa carrière. Ils étaient bien conscients de sa personnalité combative et de son approche des problèmes. The Freewheelin' Bob Dylan, le deuxième album de Dylan, sort en mai 1963. Et est le disque qui l'a vraiment brisé après le précédent. C'est à ce moment-là qu'il atteint un tournant majeur dans sa carrière.
Il y démontre ses capacités de musicien et de parolier talentueux. Son premier album se composait essentiellement de reprises, ce qui constituait un changement radical. Toutes les chansons sont des compositions originales. Les chansons de l'album abordent les thèmes politiques et sociaux du moment, comme il l'a toujours fait. Sur ce deuxième album, Blowing in the Wind est une chanson populaire. À l'époque, le mouvement des droits civiques utilisait cette chanson comme hymne dans le monde entier. 16 paroles, qui soulèvent des questions de liberté, de conflit et de paix, sont fortes malgré la mélodie apparemment simpliste de la chanson. You Might Expect a Hard Rain to Fall est un autre single populaire de l'album. Alors que la crise des missiles de Cuba est en cours, Dylan écrit cette chanson pour exprimer ses craintes d'un holocauste nucléaire. Avec la publication de cet album, Dylan passe du statut d'écrivain à celui de porte-parole de la jeunesse d'aujourd'hui, qui peut enfin prendre conscience des problèmes dont il parle. L'intégration de la poésie lyrique dans son style de musique folk est un élément crucial de sa technique. Bien que Dylan se soit établi à ce moment-là dans le monde de la musique et qu'il ait connu le succès, il n'a jamais été du genre à s'en tenir à un seul style. Son dernier album, Bringing It All Back Home, illustre cette transformation. Il pense que c'est un plan brillant, mais son public ne partage pas son enthousiasme. Lors de sa prestation au Newport Folk Festival en 1995, il décide d'inclure un groupe électrique dans son set. Son éloignement de la musique folk authentique a incité nombre de ses admirateurs à huer et à s'irriter. Malgré l'embarras, Dylan persiste dans sa nouvelle entreprise. L'une de ses chansons les plus populaires à l'époque, Like a Rolling Stone, était déjà dans les hit parades lorsqu'il l'a lancée. De près, cependant, je n'avais rien remarqué. Tous ces gens célèbres dont il parlait dans leurs chansons. Cette chanson en particulier a atteint la 2e place du hit parade américain et est universellement considérée comme l'une des meilleures chansons rock de tous les temps. Bob Dylan était et reste un artiste incroyablement créatif et résistant, avec un besoin insatiable de nouvelles expériences. Tous ceux qui écoutent sa musique ne peuvent qu'être touchés par sa sonorité unique et ses paroles profondément émouvantes. Afin d'approfondir les détails de sa confession tant attendue, examinons ses relations familiales et amoureuses. Sa vie sentimentale et amoureuse. La vie amoureuse de Bob Dylan est le sujet le plus discuté de l'histoire de la musique rock and roll. On ne peut nier l'effet profond que ses nombreux partenariats ont eu sur sa vie professionnelle et personnelle. Suze Rotolo a été l'une de ses premières relations importantes. Au début de sa carrière, sa romance avec elle s'est épanouie. Lorsqu'ils se sont croisés, il était encore sur le point de trouver ses marques musicales et ne s'était pas encore établi en tant qu'artiste. C'est au début des années 1960 qu'ils ont commencé à se fréquenter. Lorsqu'elle apparaît avec Dylan sur la couverture de l'album de ce dernier, The Freewheelin' Bob Dylan, elle devient célèbre. La maladie chronique a finalement eu raison de Suze le 25 février 2011. Leur histoire d'amour a commencé alors qu'elle n'était qu'une jeune adolescente de 17 ans. Alors qu'ils vivaient à New York pour la première fois, elle était sa principale motivation. Dylan et sa mère ont vécu ensemble dans un petit appartement de West 4th Street jusqu'à la mort de cette dernière en 1962. Que ce soit dans une interview ou dans son livre, Dylan évoque presque toujours sa mère, en disant à quel point il a été enchanté par leur première rencontre dans les coulisses d'un spectacle. C'est surtout dans ses premières chansons d'amour, Tells que Tomorrow is a Long Time and Don't Think Twice, qu'elle lui a servi d'inspiration. Elle n'était pas seulement la partenaire amoureuse de Dylan, mais elle a aussi profondément influencé sa conscience politique et sa vision des choses. L'une des principales sources d'inspiration de ses textes politiques est la politique socialiste active de Dylan à cette époque. Elle était engagée dans le Congress of Racial Equality, Congrès pour l'égalité raciale. Bien qu'ils se soient fréquentés pendant un certain temps, leur relation a pris fin en 1963 parce qu'il ne parvenait pas à gérer sa célébrité croissante et les exigences qu'elle lui imposait tout en restant présent pour elle. Malheureusement, elle est décédée avant que leur relation ne prenne fin. En conséquence, ils ont connu un certain nombre de tensions et de frictions qui ont finalement contribué à leur séparation. Ils se sont séparés. Mais elle est restée à New York pour suivre ses passions pour l'art,
l'enseignement et l'illustration de livres. A Free Wheel in Time. Son livre sur son séjour à Greenwich Village dans les années 60 a finalement été publié en 2009. Après sa romance avec Seuss, il a commencé à fréquenter Echo Hellstrom, son amour de lycée, une personne qui a eu un impact significatif sur ses années de formation. Parce qu'Echo était passionnée de musique, elle a présenté Dylan à de nombreux musiciens et artistes célèbres. Nombreux sont ceux qui pensent que sa relation avec Echo, le sujet de sa célèbre chanson « Girl from the North Country », a servi d'inspiration pour la chanson. La femme que Dylan fréquente ensuite est Joan Baez, la reine incontestée de l'industrie de la musique folk à l'époque. Outre leur relation amoureuse, Dylan et Baez étaient également très proches sur le plan musical. Leur idylle a débuté en 1961 et s'est poursuivie pendant plusieurs années. Leur séparation a été rapportée dans les médias avant 1916 et 1965. Beaucoup pensent que la transition de Dylan vers la musique électronique a été un facteur clé de leur séparation. On a également dit que Baez avait l'impression qu'il l'abandonnait à cause de son changement musical. Même après leur rupture officielle, ils sont restés amis et ont continué à travailler ensemble. Leurs contributions respectives ont été importantes pour le succès de leurs domaines respectifs. Sans oublier que la transition réussie de Dylan vers la musique électronique n'aurait pas été possible sans Joan Baez. Certains ont émis l'hypothèse que la rencontre de Joan Baez avec Dylan avait marqué un tournant dans sa longue et fructueuse carrière. Lors d'une interview, Dylan a présenté ses excuses pour la façon dont il avait traité Baez pendant leur relation en 2002. Il a choisi de lui présenter des excuses publiques, à peu près à la même époque. Le documentaire How Sweet the Sound de Joan Baez, diffusé par la chaîne PBS, est sorti. Jesse, Anna, Samuel et Jacob sont nés de Dylan et Sarah Lowndes. Son premier mariage. Dans le cadre de son adhésion aux familles mixtes, Dylan a adopté Maria, la fille de Sarah issue d'un précédent mariage. Ronaldo et Clara, réalisé par Dylan, inclut également Sarah. Leur mariage en 1967 s'est tragiquement terminé par un divorce. Lorsqu'ils étaient ensemble, Dylan a écrit des chansons sur ses insécurités et ses désirs d'une vie de famille stable. Les problèmes liés aux rénovations de la maison et à la consommation d'alcool de Dylan sont devenus plus conflictuels, ce qui a mis leur relation à rude épreuve et a révélé des problèmes sous-jacents qui ont finalement conduit à leur rupture. Malgré cela, Sarah a continué à jouer un rôle important dans la vie de Dylan, servant de muse pour plusieurs chansons qui reflètent les hauts et les bas de leur mariage. Après la fin de son mariage avec Sarah, Dylan a commencé à fréquenter Carolyn Dennis, qui lui servait de choriste. Ce n'est qu'en 2001, avec la publication de la biographie Down the Highway, The Life of Bob Dylan, de Howard Sound, que le mariage secret entre les deux a été rendu public. Danny Dillon et Carolyn ont eu une fille, Desiree Gabrielle Dennis Dillon. Une petite fille prénommée, elle, est née en 1986. Cette relation a sans aucun doute apporté un aspect complexe à la vie amoureuse de Dylan, même s'ils se sont séparés en 1992. La nature mystérieuse et intrigante de sa vie privée reflète souvent le sujet de sa musique. Sa vie amoureuse est devenue célèbre avec sa musique parce que chaque relation apportait une nouvelle profondeur à ses compositions. Dylan a eu une vie amoureuse compliquée, c'est certain. En tant que figure paternelle, son fils offre un nouvel angle de vue sur la personnalité de son père, éclairant d'autres dimensions du personnage de l'icône de la musique. C'est ce qu'a déclaré son fils dans une interview accordée au NYT. Dès son plus jeune âge, il a vu son père comme un personnage attentif et encourageant qui remplissait sa fonction de figure paternelle. Dans l'interview, il a expliqué que, pour de bonnes raisons, il vénérait son père Dylan lorsqu'il était enfant. Son père l'a accompagné dans toutes ses aventures d'enfant et il est toujours aussi attentionné avec lui aujourd'hui. Jesse, son fils aîné, a lui aussi corroboré cet aspect de Bob Dylan après un certain temps. Depuis leurs premières années jusqu'à aujourd'hui, lui et sa famille ont eu la chance de bénéficier de la présence aimante et du soutien de son père. Ses écrits introspectifs de la progéniture de Dylan en dehors de la scène révèlent non seulement le musicien, mais aussi l'homme qui se cache derrière le statut légendaire de Bob Dylan. Il y a eu cette fois où Dylan a reconnu ce que ses enfants avaient déjà dit, le fait
D'être devenu parent a changé ses priorités et a modifié sa vie de toutes les manières imaginables. Plus encore, il a dit qu'en dehors de ma famille, rien ne l'intéressait. En partageant leurs histoires personnelles, Dylan devient plus qu'un musicien célèbre. Il devient une figure paternelle dont l'impact va bien au-delà du monde de la musique et de la célébrité. L'évolution des opinions religieuses de Dylan a fait l'objet de discussions. Nous pouvons examiner sa vie religieuse en la regardant. Sa vie religieuse et ses croyances. Parmi les nombreux aspects de la vie de Bob Dylan qui sont difficiles à comprendre, son parcours spirituel est l'un des plus compliqués. Sa position sur la religion a été caractérisée par des transitions dans ses opinions à différents moments, ainsi que par des périodes de découverte de soi et d'études personnelles, et par un certain nombre de cas d'introspection profonde. Dylan a été imprégné de profonds enseignements juifs dès son plus jeune âge. C'est en mai 1954 qu'il a célébré sa bar mitzvah dans le cadre de la tradition juive, à laquelle ses parents et les membres de sa famille élargie étaient étroitement attachés. Ses parents et les membres de sa famille élargie étaient fermement attachés aux coutumes juives locales. Le but de ce rituel était de signifier son admission officielle dans la religion juive, et il est souvent considéré comme un moment crucial dans la vie de tout enfant juif. C'est ainsi que Dylan a perçu la situation. Le parcours spirituel et les opinions religieuses de Dylan ont pris un certain nombre de tournants surprenants au fur et à mesure qu'il avançait dans la vie, indépendamment de ses origines. En 1971, alors qu'il approche de son 30e anniversaire, il prend la décision de se rendre en Israël. Au cours de ses voyages en Israël, il entre en contact avec le rabbin Meir Kahan, à l'origine de la création de la Ligue de défense juive. Pour lui, cette rencontre avec le rabbin a été un moment charnière dans le processus de rétablissement de son lien avec son héritage juif. D'autre part, après cette période, il s'est converti à la religion chrétienne sous la direction de Mary Alice Ortiz. Instantanément, il a développé une profonde dévotion pour les enseignements de la Vineyard School of Discipleship, où l'un des pasteurs, Ken Gullickson, a commencé à offrir à Dylan une direction spirituelle à cette époque. Malheureusement, en 1984, il a brusquement changé d'avis et a commencé à s'éloigner de la foi chrétienne. Il décide alors d'aborder la spiritualité d'une manière plus personnelle et contemplative. On l'a entendu souligner son opinion selon laquelle la vie a une signification plus profonde qui va au-delà du niveau superficiel et sa croyance en une puissance supérieure. Lors d'une interview accordée à Newsweek, Dylan a pu souligner la manière dont sa musique remplissait cette fonction pour lui. Il a également révélé l'évolution de sa vision spirituelle du monde. I Saw the Light et Let Me Rest on a Peaceful Mountain sont deux des chansons de Dylan qui mettent en lumière son cheminement spirituel. D'autres chansons, comme I Saw the Light, ont également apporté des éclaircissements. Malgré la complexité de sa vie spirituelle, on a pu constater qu'il conservait un lien avec son héritage juif en participant à certains de ses rituels en secret. Un incident crucial s'est produit dans la vie de Bob Dylan, qui l'a conduit dans les profondeurs de la contemplation. Dylan est quelqu'un qui a eu un penchant pour la conscience de soi et la réflexion. Et cet événement l'a également entraîné dans les profondeurs de la réflexion. Regardons de plus près les détails. L'accident qui a changé sa vie. Le 29 juin 1966, alors qu'il circule en moto dans son quartier de Woodstock, dans l'État de New York, il est victime d'un grave accident de moto qui manque de peu de lui coûter la vie. Il a cependant subi des blessures qui lui ont brisé de nombreuses vertèbres du cou. Les détails de cet incident n'ont été révélés à personne. Au fil du temps, Dylan a été interrogé à ce sujet, mais il a refusé de révéler des détails précis sur les événements qui se sont produits. Comme il n'a pas pu fournir ces informations au grand public, plusieurs rumeurs ont circulé, ce qui a conduit ses partisans et le monde des médias à exprimer des points de vue différents pendant plusieurs années. Son fils a pu divulguer dans une certaine mesure les circonstances de cet événement lors d'une interview qui a eu lieu de nombreuses années plus tard. Il a déclaré que les événements qui se sont déroulés après l'accident étaient étranges et qu'il n'avait pas pu bénéficier d'une assistance médicale rapide car aucune ambulance n'était arrivée sur les lieux. En raison de ce retard, Dylan n'a pas été transféré à l'hôpital dans les plus brefs délais.
Pendant tout le processus d'appel à l'assistance médicale, il n'y avait personne de disponible pour venir au secours de Dylan à ce moment de sa vie, ce qui a ajouté au mystère qui entourait la tragédie. Une énorme transformation dans sa profession. Sa famille et sa vie personnelle s'est produite à la suite de cette expérience spécifique, qui a marqué un tournant dans sa vie et a conduit à de grands changements dans sa réflexion. Au moment où tous ces événements se produisaient, Dylan a pris la décision de profiter de son temps libre pour éviter d'être sous les feux des médias. Cette période s'est avérée être une période d'introspection et de récupération complète pour lui. And outer, il en a profité pour se concentrer sur d'autres projets. L'accident et la convalescence qui s'en est suivie ont été des événements cruciaux dans la vie de cette figure légendaire du monde de la musique. Il a ainsi pu prendre le temps de réfléchir à ses talents créatifs et de les explorer davantage, ce qui l'a aidé à revenir sur le devant de la scène avec succès. Malgré les nombreux obstacles auxquels Bob Dylan a dû faire face tout au long de sa vie, il est indéniable qu'il a laissé une empreinte indélébile dans les annales de l'histoire de la musique. Son héritage restera à jamais gravé dans les mémoires. Jetons un rapide coup d'œil sur son héritage et sur la manière dont il a continué à influencer le monde de la musique. Héritage et réflexion continue. Il lui a été possible de travailler sur un documentaire basé sur ses voyages de 1966, alors qu'il était en train de se remettre de sa blessure. C'est D.A. Pennebaker qui a pu réaliser ce projet. Néanmoins, au moment de le présenter au public, la chaîne de télévision ABC a décidé de ne pas diffuser la version initiale, estimant qu'elle était trop compliquée pour être comprise par le téléspectateur moyen. Le fait qu'il ait été rejeté a jeté de l'huile sur le feu des soupçons qui pesaient sur sa vie à cette époque. Au moment où il est complètement guéri de l'accident, il décide de retourner à son appartement de Woodstock. Comme il pouvait y passer beaucoup de temps, il décida de consacrer la majeure partie de son temps à l'enregistrement. Il dispose à la fois de sa propre maison et de la maison voisine, surnommée Big Pink. Dylan a pu enregistrer plus d'une centaine de chansons pendant son séjour à cet endroit. Cependant, certains des morceaux qu'il a enregistrés étaient destinés à servir de démo pour d'autres artistes avant cette date. The Basement Tapes est le titre d'un album de compilation que Columbia Records a publié en 1975. Après un certain temps, in 2014, une version plus complète, baptisée The Basement Tapes Complete, a été mise à la disposition du public. Cette version complète comprend des contributions d'artistes renommés tels que Pete Drake, Kenny Buttrey et Charlie McCoy. Pendant ce temps, il décide de travailler avec d'autres musiciens à Nashville pour réaliser un album qui s'appellera John Wesley Harding. Cet album est notamment connu pour ses morceaux concis, quoi, selon lui, s'inspire de phrases et d'idées bibliques ainsi que de l'Ouest américain, All Along the Watchtower, qui a commencé à recevoir beaucoup d'attention en 1967 et qui est depuis considérée comme l'une de ses meilleures chansons. Est l'une des chansons de l'album qui est devenue très populaire. Dylan a été confronté à la triste nouvelle de la mort de son mentor, Woody Guthrie, en plus de l'accident et des initiatives musicales réussies qu'il a menées à bien. Cela a eu un impact significatif sur lui. Le 20 janvier 1968, il a pris la décision d'organiser un spectacle commémoratif au Carnegie Hall afin de commémorer l'influence de Woody Guthrie. Après la publication de la chanson de Dylan intitulée Murder Most Foul en mars 2020, le public a été surpris par les extraordinaires capacités créatives de Dylan. Cette chanson, qui s'inspire du célèbre assassinat du président John F. Kennedy, dure 17 minutes, contrairement aux chansons qu'il a publiées jusqu'à présent, qui sont généralement plus courtes. Le fait que Dylan ait pu atteindre la première place sur la liste des ventes numériques de chansons rock du Billboard témoigne de l'importance de cette chanson pour lui. Immédiatement après l'annonce de cette percée, il a été révélé que 2 nouveaux singles allaient sortir, False Prophet et I Contain Multitudes. En June 20, l'album Rough and Rowdy Ways est sorti et s'est rapidement hissé en tête des ventes au Royaume-Uni. Grâce à cet accomplissement remarquable, Dylan est reconnu comme l'artiste le plus âgé à atteindre la plus haute position de la liste avec un matériel entièrement nouveau. Malheureusement, en décembre de la même année, il a pris la décision de vendre tous les droits et la gestion associée à l'ensemble de sa collection de chansons.
Pour un montant total de plus de 300 millions de dollars, Universal Music Publishing Group a acheté chacune d'entre elles. Au cours du mois de mai 2021, lorsqu'il a eu 80 ans, il a organisé une conférence virtuelle intitulée Dylan 80. Cette conférence comprenait un certain nombre de contributions de la part de diverses personnes, notamment des universitaires, des journalistes, des artistes et d'autres personnes issues de divers horizons. Ensuite, en 2021, il a réussi à capter son public avec une émission en direct qui a duré 50 minutes et a été baptisée Shadow Kingdom. L'émission comprenait les premières chansons de Bob Dylan. Ensuite, il a lancé sa série de bootlegs et, en septembre de la même année, il a publié Springtime in New York. Tout ce travail a été suivi d'une version unique de Blowing in the Wind qui a été enregistrée à l'aide du média original de Point Ionic. Lors de la vente aux enchères qui a eu lieu en juillet 2022, cette pièce a atteint une somme d'argent considérable. Chacun d'entre eux témoigne de l'impact et de l'influence que Bob Dylan a exercé tout au long de sa carrière. Vous devriez cliquer sur la prochaine vidéo qui apparaît sur